Voilà, donc à partir de maintenant, j'enregistre. Ok, Docker. Bon, j'ai pas choisi Londres et San Francisco par hasard. C'est parce que, entre autres, San Francisco, c'est assez récent. Et donc, du coup, ça me permet de pas parler de comment est-ce qu'on transportait des tables au Moyen-Âge, parce que j'en ai un peu rien à cirer. Euh, Pourquoi est-ce que je fais ce parallèle? C'est parce que Docker, ça va être le même concept que la problématique de transporter des chaises, mais dans l'informatique. Donc, du coup, comment est-ce qu'on transporte des chaises au cours des âges, entre guillemets, euh, avant 1960, euh, quand tu transportais des chaises, des tables, des grains de café, euh, j'en sais rien moi, des vaches, tu mettais tout sur un bateau. Bon, tu partais de Londres, donc il n'y a pas forcément accès à la mer tout de suite, donc éventuellement tu avais besoin de le transporter jusqu'au port, jusqu'à un port en bord de mer. Puis là, tu chargeais ton bateau tant bien que mal, mais bon, tu peux pas vraiment mettre tes vaches avec tes radis et ce genre de conneries, donc ça, tu es obligé de gérer, d'avoir une gestion de ton stock un peu précise. Tu prends ton bateau il va jusqu'en Amérique. Là, tu décharges sur des quais. Vous avez tous vu des films datant sur sur ces époques-là où c'est le bordel, les quais, il y a des trucs partout, il y a des caisses, des machins, tous avec des formats plus ou moins aléatoires. Euh, du coup, après, le reste est mis dans des trains, donc dans des wagons, chose pareil, c'est entreposé, il y a des tas de boîtes avec des formats différents. Ça traverse les US, et ensuite, une fois que ça traverse les US, c'est livré aux différents endroits. On vide le wagon sur le quai, et là, des gens passent venir chercher les trucs un par un. Bon, c'est pas pratique, c'est pas rentable du tout, c'est pas du tout efficient en termes d'énergie et ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a ce monsieur-là, j'ai eu l'article Wikipédia juste pour avoir son nom sous la main parce que je m'en souviens jamais. Il y a Matt Lean qui dans les années 60 s'est dit mais en fait on pourrait juste faire des boîtes qui ont toujours la même taille et qui marchent pareil, que tu peux prendre, mettre sur un train, il va jusqu'à la mer, tu prends la boîte, tu la mets sur un bateau, tu les empiles sur un bateau, le bateau va jusqu'aux États-Unis, tu prends tes boîtes, tu les décharges, tu les poses sur un camion, ton camion va à tel endroit, et voilà, tu as géré toutes tes problématiques de transport. Donc en fait, c'est ça, c'est la notion de pourquoi est-ce que c'est un rapport avec Docker, c'est parce que tu veux faire de la normalisation de ton transport d'objets. Tu mets tout dans ta boîte, une fois que c'est dans ta boîte, tu déplaces ta boîte et ta boîte, elle se comporte pareil, quel que soit ton moyen de transport. Docker, c'est la même chose. Je me répète un peu, j'ai l'impression, mais bon. Docker, Non, c'est non, la ça va. même chose. L'idée, c'est que tu vas construire un programme, tu vas le mettre dans son container, ensuite ton container, que tu l'exécutes sur ta propre machine, sur ton serveur de staging, sur ton serveur de production, il va se comporter exactement pareil. Et c'est ça c'est ce point-là qu'essaye de tacler Docker. Au cas où, je vous filerai le lien après, mais il y avait une super présentation que je sais pas où est-ce que j'ai mis. Je sais pas du tout où est-ce que j'ai mis. C'est pas grave. Je vous filerai le lien plus tard. Il y avait un slideshare qui a été présenté pour la toute première pour une de toute première conf sur Docker, genre en 2013, où les gars ils expliquent, voilà pourquoi est-ce qu'on a fait Docker et voilà comment est-ce que ça gère nos problématiques. Donc, ça, c'était mon point 2. Mon point 3, c'est comment est-ce que c'était de déployer et de gérer des serveurs avant qu'il y ait du DevOps. Il y avait deux équipes vraiment séparées. Il y avait une équipe de 6 admins qui construisait des serveurs avec plus ou moins ce que tu leur disais et qui gérait le fait que tu vas, t'as, je sais pas, 60 clients différents qui ont toutes leur app qui fonctionnent plus ou moins différemment, qui ont je sais pas, des databases différentes, par exemple, si tu as deux boîtes que tu veux gérer sur le même serveur, il y en a une qui utilise Postgres 9.6, l'autre qui utilise Postgres 9.3, patché, etc. Donc, tu es obligé d'avoir plusieurs versions qui tournent en même temps. C'est une horreur sans nom à gérer. Je sais pas si vous avez... Pour vous faire un parallèle, vous voyez à quel point c'est compliqué. À quel point ça peut mal se passer d'installer des choses sur sa propre machine. Bon, imagine, t'as 30 utilisateurs différents sur ta machine, t'essayes de tous les gérer en même temps. Voilà.
Et après, tu fais la même chose, mais au lieu d'avoir une machine, tu en as 400. Donc, tu as 400 machines, 700 utilisateurs, ils n'utilisent pas tous les mêmes services et les machins, ils ne fonctionnent pas tous pareil. Voilà. Je sais pas si c'est clair jusque-là. Ouais, tout à fait. Parfait. Donc, Docker, ce que ça apporte à la donne, c'est la normalisation de gestion de serveur. C'est vraiment pour ça que ça a été créé, c'est vraiment pour... tu construis un truc, tu construis un container une fois, et après tu le déplaces de serveur en serveur, et c'est pas le problème, c'est ton utilisateur, il se débrouille pour construire son container. Et toi, quand tu le poses à un endroit, tu sais qu'il va fonctionner comme il doit fonctionner. Euh, euh, voilà. C'est pas mal tout pour la partie purement théorique et historique. Euh, on va faire maintenant des trucs qui servent à quelque chose. Enfin, qui servent à quelque chose. On va mettre les mains un peu dans le cambouis parce que on est là pour ça à la base. Du coup, on va faire ça en plusieurs étapes. Je vais d'abord expliquer comment est-ce qu'on crée un conteneur, comment est-ce qu'on l'utilise, parce qu'en fait, il y a Docker Hub, donc on verra bientôt. Il y a énormément de containers qui existent déjà et qu'on peut utiliser. Par exemple, moi, ma database Postgres, je l'installe pas sur mon Mac. C'est un container. L'avantage, c'est que ça ne me permet de pas gérer l'installation de Postgres, son lancement, au démarrage, ce genre de truc. Parce que ça marche plus ou moins bien en fonction de ton OS, ce genre de choses. Imaginons que mon OS décide de faire un update de Postgres 9.6 vers Postgres 10. Je veux pas qu'il me pourrisse toutes mes databases, etc. Donc je vais lui dire, moi je veux toujours Postgres 9.6. Ouais, tu le mets dans un container et puis tu vas l'utiliser à chaque fois et tout va bien se passer. Voilà. Ensuite, je vais vous parler comment est-ce qu'on crée son propre son propre container à la main. Parce que quand je dis créer, en fait, c'est un mauvais mot, c'est plus comment est-ce qu'on utilise un container. Et là, c'est comment est-ce qu'on écrit une image de container. Parce que en fait, vous allez écrire votre app, et votre app, vous allez avoir envie de créer votre propre container pour pouvoir l'utiliser à d'autres endroits. Alors, ensuite, je vais parler de Docker Compose. Docker Compose, l'idée, c'est que ça permet de faire marcher ensemble plusieurs containers. Tu vas avoir ton premier container qui va contenir ton app, mais tu vas éventuellement avoir un autre container qui contient ta database, un container qui contient, je sais rien, Redis, un container qui contient c'est un peu toi qui décides de ce que tu peux mettre dans tes containers. Moi, par exemple, je vous montrerai plus tard, j'ai un serveur avec plein de trucs. J'ai mon serveur mail dessus, j'ai mon truc qui gère mes VPN, j'ai tout dessus et c'est tous des containers qui fonctionnent les uns les autres avec Docker Compose. Donc c'est de l'orchestration d'images, plein de containers. Et ensuite, je vais essayer de pas trop m'attarder sur le sujet parce que c'est pas forcément votre but à vous et c'est pas forcément le truc que vous gérerez. C'est une fois que tu as dépassé le stade des recours, il y a un moment où tu vas pouvoir te dire qu'éventuellement tu veux aller sur AWS ou ce genre de choses, ou Gcloud ou ce genre de choses. Et que là, c'est vachement cool de pouvoir déployer des containers. Donc, on en parlera. Voilà. Je ferai un petit bonus si j'ai le temps. Je représenterai Kitematic. Ramsey, ça sera sûrement beaucoup plus clair la façon dont Kitematic marche. Du coup, pour toi. Je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé. Alors, est-ce que j'ai perdu? Je suis là, en fait, je suis dans un lieu public, donc j'ai pas mis le micro tout le temps. Pas vous déranger. Et qui thématique, ouais, on en a parlé la première fois. Donc, ouais, c'est ça. Donc du coup, je vais en reparler un moment parce que en fait, c'est juste des containers Docker et ça. Parfait. Donc, non, je suis là, je bouge pas, c'est juste pour mes voisins et vous. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Cool. Du coup, créer un container, installer Docker, ça dépend de sur quel OS tu travailles. Toi, Ramsey, t'es sur Mac, si je me trompe pas. Nana, t'es sur quoi, toi? Sur Linux. Ok, alors Docker, c'est fait pour Linux à la base. Sur Mac, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une petite bidouille qui permet de les faire tourner avec un faux Linux. Tu as une espèce de VM dans lequel tourne Docker. Donc, sur Linux, c'est assez facile à installer. Il y a cette page-là, j'ai mis un lien. En fonction de ce que tu utilises. Voilà. Sous Mac, c'est une app à installer
sous Linux, ça doit être un truc genre sudo apt get install Docker. Merci. Pourquoi c'est sûr que c'est installé? Même c'est parce que c'est l'entreprise édition que j'ai vu. Ok. J'ai trompé de. Oui. Je veux juste installer Docker normal. Pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas de ça? Désolé, je cherche juste un truc simple à utiliser. Il y a 2 versions de Docker maintenant. Ok. Je ne sais pas. Je pense que c'est celle-là que tu veux. C'est la CE que tu veux sous Linux. À vérifier sur la doc. Il faudrait lire la doc en détail pour savoir quelle est la différence exacte entre les deux. Moi, j'avoue que j'utilise le client Mac, donc je pense que j'ai celui-là parce qu'il n'a pas l'air d'être sur. Il n'a pas l'air d'être là. Donc, je te conseille d'utiliser le même genre de truc. Globalement, tant que tu n'as pas besoin de faire des trucs d'entreprise, c'est-à-dire que tu as besoin de 99,999% d'availabilité ou ce genre de choses, je pense que cette version-là marche très très bien. Du coup, Docker CE, je changerai le lien, je le garde dans un coin. Mais c'est assez simple, c'est probablement super simple à installer. Ok. Je disais. Ok. Comment Docker, du coup, c'est plein de containers qui existent et tu peux avoir des containers pour à peu près ce que tu veux. Prenons par exemple Postgres. Je vais arrêter celui qui est en cours. Hop. Donc là, je suis sur Docker Hub, qui est un site qui permet de lister tous les Docker qui existent, plein d'images Docker qui existent déjà. Et par exemple, imaginons, c'est mon Mac, hein, je prends Ubuntu et je me dis, en fait, j'aurais besoin, je vais le terminal. Je voudrais un Ubuntu sur ma machine parce que j'ai besoin de tester quelque chose sur Ubuntu. Prenons un truc plus chiant, genre CentOS, parce que j'ai pas envie d'en installer un. Parce que par exemple, ça pourrait t'arriver, Nana. C'est en fonction de ce sur quoi tu vas déployer, de tes collègues de travail, etc. Il va te dire, moi, ça marche juste pas sur mon OS bizarre. Et du coup, tu vas vouloir te dire, je le teste sur son type d'OS. Donc, par exemple, là, ce que je dis. Merci de venir. Peut-être qu'il faudrait plus de quoi? Je sais pas qui est-ce qui a un micro, mais je pense que ça risque d'être désagréable pour les gens qui ont suivi la vidéo après. Ouais, je sais pas qui est-ce qui a un micro en ce moment. Attends. Ah, c'est mieux. Allô? Ah oui, mais en fait, tout le monde a coupé son micro parce que vous avez tous des gens autour de vous, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Ok, cool. Bref. Hop. Non, attends, je vais enlever les trucs avant de me permettre. C'est juste que tu touches depuis 2 secondes, donc je me dis, autant couper. Hein. Ouais. Oui, effectivement. Ok. Est-ce que c'est assez... Juste, est-ce que vous pouvez me dire si c'est assez gros en termes de lisibilité pour vous? Un petit peu plus gros serait parfait. Oui, merci. Ok. Est-ce que là, c'est bien? C'est bien. Cool. Alors, je disais... Qu'est-ce que je fais? Donc moi, j'ai mon Docker qui est installé et que j'ai déjà lancé. Donc, je lui dis, dans Docker, je voudrais que tu me roules que tu runs une image. Ça, c'est quand tu roules une image, tu le mets quasiment tout le temps. Et que quand tu roules une image, TI, ça permet de l'avoir en mode interactif. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir interagir avec. Tu pourrais dire, roule cette image et je veux même pas voir ce que tu fais avec. Laisse-la rouler en arrière, auquel cas c'est moins D comme demonized, donc de façon détachée. Donc, TI. Je ferai un petit cheat sheet sur quelles sont les commandes de Docker. Après, j'ai pas eu le temps de le faire ce matin. Je voudrais que tu me roules un CentOS, CentOS 6, tiens, parce que c'est vieux et parce que j'ai pas du tout envie d'en installer un.
et dessus, je voudrais que tu me lances la commande bash. Donc, je l'ai pas. Il la télécharge tout seul. On va voir les moments de téléchargement, ça risque d'être un peu long des fois. Voilà. Et donc là, je suis considéré comme étant à l'intérieur d'un CentOS 6. Donc je vais avoir Yum, ce genre de choses. Voilà, donc éventuellement, si j'ai besoin de tester quelque chose sur un OS, je peux utiliser mon Docker pour ça. Sinon, dans les autres trucs que tu peux avoir besoin, c'est tu peux avoir besoin par exemple de database. Moi je me dis, j'aimerais bien avoir Postgres. Et je voudrais Postgres 9.3 parce que je suis vieux. Donc j'expliquerai pourquoi il y a plusieurs... Bon en fait, non, c'est pas assez long. J'expliquerai pourquoi il y a plusieurs trucs qui téléchargent. Mais en vrai, c'est juste qu'une image s'est construite en étages et qu'il a besoin de télécharger chaque étage un par un. Et donc là, il est en train de me démarrer un serveur Postgres et s'il veut... Je pense que c'est bon. Ah oui, c'est ça. J'ai mon database system qui est ready to accept connection, donc j'ai un système de database qui démarre. Donc, à chaque fois que j'en aurai besoin, il faudra que je le démarre. Hein. Mais l'idée, c'est que toute la configuration de Postgres, qui peut être vachement compliquée, elle est gérée directement dans le container. La personne qui a créé le container a géré la configuration pour que ce soit facile pour moi. Ça, c'était pour Ubuntu, mais reprenons celui sur Postgres. Hop. Il y a pas mal d'options de configuration. Quand vous lirez ça, en fait, ils expliquent globalement comment est-ce qu'on chaque container a son readme, un peu comme une gem, et il te dit bah voilà comment est-ce que tu vas le comment est-ce que tu vas le lancer. Est-ce qu'il y a un bouton, est-ce qu'il y a un truc basique? Ouais. Non, c'est nul. Voilà. Genre Docker run. Bon. Tu peux lui donner un nom. Ça, c'est pas très intéressant. Okay, c'est exactement ce qu'on a fait. Ou tu peux lui dire, je voudrais tout ça. Bref, je vous laisserai lire les docs, ça dépend de ce que tu déploies comme container. Je vais en présenter quelques-uns et comment moi je les utilise. Juste après. Toi, j'ai pas besoin de toi. Hop. Qu'est-ce que j'avais dit que je racontais ensuite? Tac. Ok, quelles sont les commandes utiles dans Docker? Docker, les commandes qui vont vous servir. Déjà, si tu tapes juste Docker, les listes, celles qui sont possibles, mais celles qui vont vraiment servir, c'est Docker PS, qui permet de savoir tous les containers qui sont en train de tourner. Il n'y en a aucun, mais si je redémarre mon Postgres, je prends un nouveau truc à côté. Allez. Voilà. Donc je fais Docker PS. Il me dit, voilà, tu as un Postgres 9.3 qui est en train de tourner. Donc, je peux voir, ok, donc quel est son statut, quels sont, alors c'est pas très visible parce que la ligne est un peu longue, mais voilà. Quel est son nom, quel est son statut, ça fait combien de temps qu'il tourne, quelle image il est en train d'utiliser. Voilà. Et éventuellement, ça peut arriver que tu te retrouves avec un container qui reste bloqué, et auquel cas tu vas vouloir utiliser kill. Donc, je refais, j'ai mon container qui est en train de tourner. Je fais un Docker PS quand il voudra. C'est bon. Là, je prends son ID. Ça, c'est son ID. Hein. Je peux faire Docker kill mon ID et il a killé mon container ici. Voilà. Donc ça l'a arrêté quasiment instantanément. Parce que ça m'est déjà arrivé d'en avoir des qui sont bloqués, donc il faut savoir qu'il y a un kill pour les arrêter.
Éventuellement, moi, ce que je pourrais vouloir faire, c'est me dire, bah, en fait, j'ai pas besoin de voir le log de mon container là. Je veux juste que tu me démarres une database de façon cachée. Dans quel cas, je vais mettre un -d, comme ça. C'est detached. Voilà. Donc là, il m'a démarré mon container. Je le vois pas. Il se débrouille avec. Donc c'est là où le kill devient encore plus utile. C'est, bah, ouais, j'ai un container qui est en train de tourner. Ça peut être, enfin, ça me pompe des ressources, ce genre de choses. À un moment, je vais pouvoir éventuellement pouvoir le tuer. Voilà. On peut voir qu'il est bien mort. Ensuite, là pour l'instant, le problème de faire rouler une database comme ça, c'est que tous ces ports, donc là pour une database, pour un Postgres, c'est le port 5432, ne sont pas reliés avec des ports de ma machine. C'est-à-dire que je peux virtuellement pas y accéder. Je dis virtuellement parce que j'en reparlerai plus tard, mais en gros, ce qui se passe, c'est que tu peux linker des containers ensemble pour dire, toi, tu as accès à tel autre container. Ce serait beaucoup plus facile à faire avec Docker Compose. C'est pour ça que je n'en parle pas vraiment maintenant, mais il faut savoir que c'est possible de le faire autrement que la façon dont je vais vous montrer ici. Là, du coup, si je roule mon Postgres comme ça, et que je fais PGSQL, PSQL bah, sur mon localhost avec le user Postgres et la database Postgres, c'est vendu. Voilà. Il me dit, bah, t'as pas de serveur qui est en train de tourner. Même si je lui dis, connecte-toi sur localhost, il me dit, il n'y a personne qui est en train de tourner. C'est pour ça qu'il existe une commande pour lui dire, je voudrais, s'il te plaît, que tu relis le port 5432 de ma machine avec le port 5432 de mon container. C'est pas port, ports. Je sais jamais ce que c'est. On va le payer juste. Parfait. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les ports sont liés. Si tu fais un docker ts, c'est écrit là. Le port 542 de ma machine est lié vers le port 542 du container. Donc si je reprends ma commande de tout à l'heure, qui est le PSQL, je peux me connecter sur ma database et faire un select étoile. J'en sais rien moi. PG catalogue, très bien. Bon, ok, il y a trop de choses dedans. Et je peux faire des queries, je peux me connecter à ma database. Si j'avais une application Rails, je pourrais lui dire connecte-toi à ce Postgres. Voilà. Ensuite, un autre truc qui va être utile, c'est que mon container, à chaque fois que je le recrée, bah, il recrée tous les dossiers. Enfin, en gros, il est vraiment séparé de mon host. Donc, ça veut dire si j'ai des dossiers en fait, si je reconstruis mon container, si je le retélécharge, il est de nouveau vierge avec rien dedans. Pour une database, par exemple, ça peut être particulièrement ennuyeux. Parce que éventuellement, j'ai envie de sauvegarder mes données sur mon disque et pas juste dans un container qui pourrait exploser et être détruit à tout instant. Donc du coup, pour ça, ils ont inventé il y a une autre option que tu peux lui donner. Tu peux lui donner un -v et tu vas lui dire, je me souviens jamais dans quel sens c'est. Je sais qu'il le montre ici, à un endroit. Non, je peux pas monter de password. Voilà. mkdir temp pgdata. Donc là, je suis en train de me créer un dossier pgdata dans mon dossier temp. Et je vais lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais
monter comme sur est-ce que tu fais comme un disque dur réseau en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas comme ça que c'est écrit. For local validé. Je n'ai pas senti. Bon, pourquoi est-ce que c'est compliqué? C'est parce que j'utilise pas Docker Compose. Et donc, vous allez voir, quand on va utiliser Docker Compose, ce sera vachement plus facile. Voilà. Donc là, ce que je lui ai dit, c'est que mon dossier user zaratan tmp pgdata, ça correspondra au dossier var lib PostgreSQL data de mon container. Ça permet de sauvegarder mes données termes. Et si on fait par exemple ls tmp/pgdata, on voit qu'il a créé des choses dedans et ça correspond à toutes les données de mon Postgres. Ça m'évitera que si jamais j'arrête mon container, je perde mes données. Voilà, ça permet de faire des backups, ça permet de faire plein de choses. Donc c'est quand même vachement fort de faire ça avec. Mais du coup, à chaque fois que tu entreras quelque chose dans la database, dans ton container, ouais. Ça va automatiquement le mettre à jour sur ton disque dur? Oui, bah en fait, dans mon container, ce qu'il a, il a une espèce de link en fait. C'est le même endroit en fait. Il lie les deux endroits. Pour lui, c'est le même point en fait. C'est pas que ça va être copié vers mon disque dur, c'est le dossier. Parce que c'était la commande de container. Le dossier var lib PostgreSQL data, c'est mon dossier user zaratan tmp pgdata. Du coup, si c'est le même, ça veut dire que s'il y en a un qui, je sais pas, qui disparaît accidentellement, l'autre aussi? Oui, complètement. Ah, d'accord. C'est juste un dossier en fait. C'est juste qu'il y a un link entre les deux. Ok. Voilà, il ne faut pas oublier que Docker c'est tout virtuel, c'est virtuel, donc c'est pour ça que tu peux faire ce genre de manipulation. En gros, ces dossiers ils existent pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, il te le crée. Enfin, son dossier var lib PostgreSQL data, ça n'existe pas, donc ça peut correspondre à un dossier sur ton host. Mais par exemple, tu vois, si j'arrête mon container et que, je sais rien, mon dossier, je veux passer à Postgre 9.6, ça va pas marcher parce que Postgres c'est chiant. Postgres, quand tu veux faire une montée de version, utiliser le même dossier, ça marche mal. Et que, je sais pas, je veux copier ce dossier sur un autre serveur ou sur une autre machine pour démarrer une nouvelle database exactement dans le même état, je pourrais le faire. Parce que je pourrais copier ce dossier-là, parce qu'il sera sur mon host. Parce que sinon, il est juste contenu dans mon Docker et c'est compliqué de l'utiliser. Ce qui peut se passer, c'est qu'éventuellement, ce que je peux faire, c'est que, je sais pas, j'ai cassé ma database, pas ce dossier-là, mais j'ai cassé mon container. Ok. Éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je dis, bah, ok, alors, je vais faire un Docker RM de Postgres 9.3. Oh, sérieusement. Là, j'ai plus l'image. Donc ça veut dire que sur ma machine, j'ai plus aucun container qui corresponde à cette image-là. Si je la relance, il la retélécharge. Et il va juste la redémarrer et il va continuer d'utiliser mes données. Donc ça te permet j'en sais rien, imagine un hacker a réussi à pirater ta database, tu sais pas ce qu'il a changé, tu sais pas ce qu'il a fait, tu détruis ton container, tu le recrées. C'est plus sûr. On va le voir tout à l'heure, mais par exemple, quand tu crées ton app de production, si jamais ton app, elle a un problème, elle a une exception qui fait qu'elle s'arrête, bah, tu recrées ton container et elle est exactement dans l'état dans lequel il était au début. Voilà. Donc là, je pense qu'on a vu les options les plus importantes de
de Docker. Il y en a plein, donc je vous les ferai pas toutes, mais c'est vraiment la notion de tu peux lier des ports et tu peux lier des dossiers qui correspondent à 90% de ce que tu veux vouloir faire avec Docker. Maintenant, bon. Ok. Il y a les variables éventuellement, il y a les variables d'environnement. Ça peut arriver. Je sais pas qui est-ce qui a son micro, mais ça fait du bruit. Salut Tarek. J'ai mieux de Tarek, hein. Je suis vraiment désolé Tarek, il y a un peu de bruit à côté de part chez toi. Je disais, oui, non, les autres trucs qui peuvent apparaître, vous pouvez avoir besoin, c'est les variables d'environnement. Quand vous créez, par exemple, quand vous créez une application Rails, vous avez des variables d'environnement, donc soit avec .env, soit Figaro. Le truc, c'est que quand vous allez créer un container, vous n'allez pas mettre votre .env ou votre .application.yaml dedans, parce que votre container, vous allez le déployer ailleurs et vous n'avez pas forcément envie de vous déplacer avec ces variables d'environnement. Donc, quand tu démarres un container, tu peux lui dire je voudrais que tu mettes une variable d'environnement en plus. Je crois que c'est un grand E, si je ne me trompe pas. Ah, sérieux là. Je sens que c'est mon grand E. Je me souviens jamais de la note parce que je le fais jamais à la main. Merci. Est-ce qu'on peut dessus? Non. Désolé. Je vais regarder ça. Mon petit E. Mon petit E. Et par exemple, pour lui, tu peux lui dire que tu veux que ton user Postgres, je peux le choisir. Je veux que ce soit Zaratan. Voilà. Et donc là, la database qu'il va créer, il aura le user Zaratan comme utilisateur. Voilà, ça, en fait, c'est pas très pratique à utiliser pour l'instant parce que si vous avez genre 10 variables d'environnement, vous êtes obligé de faire -e, la première variable d'environnement égale sa valeur, -e, la deuxième variable d'environnement égale sa valeur, etc. Donc c'est vraiment pas très pratique à utiliser. Docker, c'est vraiment la ligne de commande que tu utilises quand tu as besoin de débugger des choses. Sinon, la plupart du temps, tu finis par utiliser Docker Compose parce que c'est juste plus pratique. Donc, comment est-ce qu'on écrit une image Docker? Parce que, bon, c'est cool d'avoir Postgres, mais j'aimerais bien avoir mon app. Pour ça, je vais faire un truc super simple. Je vais prendre... Bon, vous avez tous plus ou moins vu, vous avez probablement tous déjà vu une vidéo sur ce projet. Hein. C'est celui qui fait des boîtes à suggestions. Et à un moment, j'ai écrit un Dockerfile pour mon application. Ok, donc ça ressemble à ça. C'est un fichier qui s'appelle Dockerfile, qui est à la racine de ton projet. Comment ça marche? Tu lui donnes une image de base. Donc tout à l'heure, par exemple, les images de base que j'ai utilisé Postgres et j'ai utilisé CentOS, par exemple. J'aurais pu utiliser Ubuntu. Ça, c'est une image avec, je crois que c'est un Ubuntu avec Ruby installé dessus. Parce que je veux un Ruby 2.4.2. Alors, je veux bien Ruby 2.4.3 la prochaine fois, s'il te plaît. Voilà. Et dedans, après, tu as pas mal de commandes différentes. Tu as run. Run, ça va rouler une commande dans ton container. Workdir, ça fait comme CD. Ça va te placer dans ce dossier-là. Là, copy, ça va copier un fichier qui est sur ton host à l'intérieur de ton container. Donc là, je vais copier mon fichier Ruby version, je vais copier mon gemfile, je vais copier mon gemfile.log. Ensuite, je vais faire un bundle install. Ensuite, je vais copier tous mes dossiers, genre mon dossier app, mon dossier DB, mon dossier config. J'ai copié mon recfile, mon procfile, sur le chose. Et à la fin, ce que je lui dis, c'est que quand je vais rouler mon container, je voudrais que tu lances Rails Server. Ok? Donc, je vais enlever lui. Donc, on est d'accord qu'il y a ce Dockerfile là qui existe. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire docker build. T'as un nom, je crois. Je vais mettre moment name test php. C'est pas moment name. Monter.
Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il part de Ruby 2.3, que j'avais pas encore téléchargé, donc il le télécharge. Donc, je rappelle qu'il y a des niveaux de... Il y a des étages, en fait. Et en fait, les étages, chaque étage correspond à une commande. D'accord? Donc, là, il est en train de télécharger Ruby 2.4.3 parce qu'il y a plein d'étages pour installer Ruby. J'imagine qu'ils doivent le compiler, j'imagine qu'ils doivent faire plein de choses dessus. J'avoue que j'en ai strictement aucune idée de ce qu'ils font pour installer Ruby. Ça m'intéresse quasiment pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma version à moi pour mon app. Et là, voilà. tu crées un Docker je crée un container Docker. Okay. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai téléchargé 2.3, qui est mon image de base. Dedans, j'ai créé mon dossier app. Ah, stop. Ensuite, j'ai fait un CD dans mon dossier app. Ensuite, j'ai copié mes fichiers. J'ai fait un bundle install que tu peux voir tourner ici, qui correspond à cette ligne-là, en fait. Donc, vous connaissez tous le install de Kugeri qui prend 3 heures. Hein. Il faut que tu crées un Dockerfile pour créer un Docker. C'est ça, pour créer une image custom, en fait. Si tu n'as pas besoin d'avoir une image custom et que tu veux utiliser celle de Postgres, tu télécharges juste celle qui existe déjà. Tu t'embêtes pas. Moi, là, j'ai envie d'avoir mon app, donc je crée un Docker custom. Bon, je suis désolé pour le temps de prendre le query. J'ai beaucoup trop de gemmes. La suite va aller vite, parce que j'ai juste copié des dossiers, donc ça devrait aller assez vite. En gros, il va prendre mes dossiers, il va les mettre dans mon container, comme il mettrait des chaises ou des tables. C'était Postgres. Great. Et du coup, là, tu copies pas l'intégralité de ton app. Non, parce que j'en ai pas besoin. Il y a plein de... Genre mon dossier temp, je le veux pas du tout dedans. Par exemple, j'en ai pas besoin. Et là, pour l'instant, ce qu'il y a, c'est... Dans mon app, il y a mon Ruby version, mon Gemfile et mon Gemfile Pollock. Là, tu vois, il vient de copier tout le reste. Et là, il dit, quand tu lanceras ce container, je veux que tu fasses Rails S. Ok? Donc, si je fais... Ça va pas marcher, hein, parce que j'ai pas de database. Donc, je vous montre juste ce que ça fait si je le lance. Ensuite, je vais faire un run, -ti, test php, qui va me cracher au visage parce que j'ai pas de database. Mais... Ah non, ok. Ben voilà. Du coup, il m'a démarré mon Rails sur le port 3000, mais que j'ai pas linké, donc du coup, on n'y a pas accès. P. Est-ce que tu peux lier le port 3000 au port 3000 de ma machine, s'il te plaît? Voilà. Donc, si je vais sur... Là, j'ai pas de serveur Rails qui est lancé. Donc, si je vais sur mon port 3000... Voilà. Comme je disais, j'ai pas de connexion à Postgres. Et on voit que c'est bien sur mon container qu'il allait taper. Parce que c'est lui qui s'est pris l'erreur. Ce qui est important de savoir, c'est que si je refais un build maintenant, voilà, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de réutiliser du cache. Donc, vous voyez que le build a été instantané parce qu'il n'y a rien qu'à changer dans tous les fichiers. Mon Ruby version, c'est le même, mon Gemfile, c'est le même, mon Gemfile.log, c'est le même. Donc, du coup, quand il le build, c'est instantané et ça se passe bien. Imaginons que, par exemple, je vais aller changer le fichier... j'en sais rien, moi. Je vais éditer quelque chose. Un fichier de config, tiens. Je vais éditer
.rb, très bien. Je vais rajouter une ligne à la fin, juste pour dire que j'ai changé le fichier. Hein. Et là, je vais lui refaire builder. Ce qu'il va faire, c'est que tout ce qui s'est bien passé, il ne le refait pas. Alors, je remonte. Tout ce qui était déjà fait et qui n'a pas changé, en fait, il refait les étapes dans l'ordre. Tout ce qui n'a pas changé, il ne les refait pas. Et dès qu'il y en a une qui a changé, donc là, c'est le dossier config, donc c'est celui-là. Dès qu'il arrive à une étape avec un truc qui a changé, il l'a fait, et ensuite il refait toutes les suivantes. Okay, donc par exemple, si je change mon jump file, et ou mon jumpfile.lock, il va rerouler bundle install. D'accord. Mais si je change à l'intérieur de mon app, de mon dossier app ou de mon dossier config, il n'aura pas besoin de refaire bundle install parce qu'a priori, j'ai pas de nouvelle gemme, donc ça sert à rien. Voilà. Je sais pas si ça c'est clair. Parce que ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur comment est-ce qu'on construit une image. Presque. Ensuite, parce que là, c'est bien, l'image, elle est sur ma machine, mais je sais pas trop ce que je pourrais en faire comme ça. Du coup, ce que tu fais en général, c'est que tu peux, comme avec GitHub, c'est bon, c'est redevenu plus petit. Plus bon. C'est comme avec GitHub, tu as push et pull. Donc tu peux pusher mon image sur... qu'est-ce que je veux pusher? Je veux pusher... Est-ce que tu es THP? Test THP. Test THP. Voilà. Ah, parce que je ne suis pas connecté. Ok, non, c'est pas ça que je veux. Username Zarathon, oui, très bien. Donc vous savez tous maintenant que mon mot de passe commence par... sur ce truc commence par 166. C'est pas ça. Mieux. Maintenant, je suis bloqué. Je vais pusher test THP. Pourquoi? Ah, ok. C'est quoi les commandes pour push? Je l'utilise très rarement. Génial. Merci les gars. Zarathon slash test THP. Ok. Je vais regarder de la doc parce que sinon on va y passer 3 heures. Docker, documentation. Sérieux là? Docker push. Ok. Donc, il faut taguer son image avant pour lui dire que... C'est pas ça. Source image, ok. Je lui dis que je tag test THP latest comme test THP. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir pousser Zarathon test THP sur Docker Hub. Et quelqu'un d'autre, comme l'un d'entre vous, pourrait décider, bah, en fait, je vais prendre ton app. Donc, je vais aller sur la page de Zarathon slash test THP. Oui, parce qu'il n'a pas fini de pousser. Non, ok, on y retournera tout à l'heure. Mais en gros, n'importe lequel d'entre vous pourrait construire un Docker à partir de mon app à partir de maintenant. Ou le rouler sur sa propre machine, ou en faire ce qu'il veut. Ou moi, depuis mon serveur, je pourrais décider de l'utiliser. Voilà, je sais pas si vous avez des questions particulières sur ce genre de truc, parce que là, on a fait quand même un gros... C'est comme pour GitHub, ça peut être privé? Oui, mais c'est payant sur Docker Hub. Pas comme GitHub, en fait. Okay. Je sais plus combien c'est, hein, mais je sais que c'est... Si je veux... Voilà.
Enfin, tu as le droit à un repo privé quand tu es en free. Dès que tu payes, tu peux avoir plus de repos privés. Voilà. Je sais que tu peux aussi juste décider de pusher le fichier Dockerfile et lui il s'occupe éventuellement de le construire. En fonction de comment c'est fait. Hein. Il peut faire ça. C'est d'où le parallèle. Voilà. Donc là, comme je disais, on a couvert globalement comment est-ce que ça marchait d'écrire une image. Est-ce que je peux vous montrer? Par contre, utiliser des containers déjà existants, Postgres et d'autres, c'est gratuit? Oui. Mais en fait, c'est pareil. Tu vas pouvoir utiliser mon image de façon gratuite. Là, je l'ai mis en public. Postgres, c'est un repo officiel et il est en public. N'importe qui peut l'utiliser. Okay. Voilà. Donc là, c'est pushé. Donc si je vais sur, je disais, attends, THP, il me fait mentir, parfait. Okay, il y avait un R. Voilà. Donc c'est pas tagué, il n'y a rien du tout. Mais je pourrais depuis un. Donc là, je vais aller sur un serveur. Je sais que j'ai un. Non, j'en ai pas d'ouvert. Ok. J'arrive. Donc ceci est mon serveur personnel. Donc là, je suis sur un serveur sur Internet chez OVH, si vous voulez savoir. Et je pourrais faire Docker, sauf si je ne sais pas écrire Docker run-ti zaratan /test php. Donc du coup, il le télécharge et il va m'exécuter mon code que j'ai déployé, que j'ai mis sur Docker Hub. Voilà. Et s'il était privé, il m'aurait demandé à m'authentifier avant d'avoir le droit de la télécharger. Si c'est pour répondre à ta question, Nana, c'est comme ça que ça marche. Donc on va le laisser, on verra que tout à l'heure, il est en train de tourner dessus. Ok. Donc, je sais pas du coup. Est-ce que pour vous jusque-là c'est clair de ce que c'est qu'une image, comment est-ce qu'on écrit un container, comment est-ce qu'on le lance, comment est-ce qu'on on link ses ports, ses volumes, ce genre de choses. Les gens qui sont dégueulasses ont le droit de désactiver leur micro, ont le droit d'activer leur micro. Sauf si je vous ai muté à la main que vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que les gens peuvent se démuter ou est-ce que ça serait pas possible? Allô, Tariq, je t'entends. Ouais. Ok. Est-ce que du coup pour toi c'est clair? Parce que je sais que tu avais envie d'avoir un truc un peu plus technique et main dans le cambouis. Ouais, c'est cool, mais je t'envoie un message. Ok, d'accord. Ah oui, tu dois être dans un endroit public où tu peux parler. Parfait. Ramzi, c'est clair pour toi aussi, j'imagine. En fait, vous pouvez aussi me parler il y a un truc de conversation dans Zoom. Hein. Je pourrais les lire si vous écrivez. Ah, ça va aussi. Oh, parfait. Cool. Très bien. Tout à fait. Ok. Je comprends. Donc oui, vous pouvez me parler sur Slack, comme vous pouvez le voir, ça s'écrit un petit ici. Bon, je pourrais le lire. Vous n'êtes pas obligé de me répondre avec votre voix. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à le moindre moment. Du coup, si vous m'écrivez sur Slack, je les raterai pas. Pour l'instant, il a terminé. Qu'est-ce que je voulais montrer ensuite? Docker Compose. Donc, on a vu que écrire une image, c'était assez facile au final. Par contre, on s'est rendu compte que écrire des espèces de lignes de commande avec des TI, je veux linker tel volume avec tel volume, etc., c'est insupportable. Parce que je me souviens jamais de l'ordre des options, je me souviens jamais quel est le nom des options, ce genre de choses. Et éventuellement, si je veux en faire tourner plusieurs, qui discutent les autres avec les autres, ça peut être complexe. Du coup, à un moment, ils se sont dit, bon, maintenant, on va vouloir faire de l'orchestration sur ces containers. Hein, on va vouloir construire des espèces d'environnements où il y a plusieurs containers qui discutent les uns avec les autres. Je reste sur mon app. Donc, mon app, il a besoin d'un PostgreSQL.
Donc, comment est-ce que ça marche Docker Compose? Docker Compose, ça marche avec un fichier YAML qui s'appelle docker-compose.yaml. Donc les noms des fichiers sont pas obligatoires, c'est juste que si tu lui mets pas le nom qui par défaut, il faut lui préciser dans ta ligne de commande, histoire que ta ligne de commande soit encore plus relou à écrire. Donc je conseille vivement d'utiliser les noms par défaut. Ça ressemble à ça, un fichier Docker Compose, ça ressemble à un fichier YAML, vous en avez déjà écrit des centaines. Et en gros, tu lui définis des services. Donc je lui définis un premier service qui s'appelle que j'appelle Postgres, je pourrais l'appeler comme je veux. Je lui dis, bah là, tu vas me télécharger l'image de Postgres 9.6. Je voudrais que tu me mettes ces deux variables d'environnement dedans. Et je voudrais que tu linkes le port 5432 vers le port 5432 de mon PC. Ok. Ensuite, j'aurais besoin d'un truc que tu vas appeler app, qui va correspondre en fait à mon app Rails. Donc pour la lancer, bah, tu vas builder point, donc c'est mon dossier courant. Éventuellement, je pourrais lui dire d'aller builder un autre endroit dans ma machine, on le verra plus tard. Je voudrais que tu me forward le port 3000. Ça dit depends on Postgres. Bah, avant de te lancer toi, lance Postgres avant. Okay. Il y a des variables d'environnement. Et le volume, c'est le -v de tout à l'heure. Je lui dis, dans mon dossier app, mets tout ce qu'il y a à la base de mon app. Donc tout à l'heure, on mettait genre juste app, bin, config, db, spec, et c'est à peu près tout. Et le config.ru, le recfile, le procfile, le clickfile. Là, je veux tout. Parce que j'ai envie d'avoir mon guard file, j'ai envie d'avoir tous ces trucs-là, parce que ça va être juste pour mon développement. C'est pas pour de la production. Donc là, c'est pour un environnement pour me simplifier moi la vie. Donc voilà, en fait, je décris tout un tas de services qui vont fonctionner les uns avec les autres. Docker Compose, comment est-ce que ça s'utilise? C'est comme Docker, c'est une commande. Alors, la commande de base, c'est Docker Compose. Honnêtement, après l'avoir tapé 800 fois, vous allez tous hurler. Je vous conseille donc vivement de faire un alias avec DC. Docker Compose. Sinon, c'est vraiment chiant à taper à chaque fois. C'est vraiment ça. Donc là, pareil, ce que je peux lui dire, c'est je voudrais que tu builds mon app, s'il te plaît. Donc, comme les choses sont nommées, je peux lui dire juste build le truc qui s'appelle app. Là, il va builder mon app. Voilà. Vous allez voir que en général, les lignes de commande en Docker Compose sont beaucoup plus faciles à écrire que les lignes de commande en Docker complet. En attendant que ça se fasse, parce que Gogiri, les choses qui sont importantes à se dire, c'est que dès que tu vas travailler à plusieurs développeurs, t'as pas forcément envie d'avoir à dire à tout le monde hey, est-ce que tu pourrais installer Postgres 9.6 sur ta machine? Est-ce que tu pourrais installer Redis telle version? Voilà, je vais avoir une app, je vais avoir des background jobs avec Sidekick et ce genre de choses. Là, il n'y en a pas dans cette app-là, mais éventuellement, je pourrais avoir un Sidekick qui ressemblerait à ça. Hein. Parce que si j'ai besoin de Sidekick, ça ressemblerait littéralement à donc, un nouveau service que j'appellerais Worker, qui aurait exactement tous les mêmes trucs, et pour lequel je dirais en plus, quand tu démarres, je voudrais que tu lances la commande Sidekick. Voilà. Donc là, j'aurais rajouté un container qui lance Sidekick au lieu de lancer Rails App, comme c'est par défaut dans l'image. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Image par défaut. À la fin, je lui dis lance Rails. Voilà. Donc là, comme j'ai pas vraiment envie qu'il lance Rails parce que c'est Sidekick que je veux, donc je lui dis lance Sidekick. Voilà, c'est à peu près la difficulté de créer un nouveau container. Et donc du coup, si j'avais un Sidekick, j'aurais besoin d'un Redis. Mais l'avantage de Redis, c'est qu'il y a déjà une image qui existe. Donc, je pense que t'écoutes. Je voudrais Redis, s'il te plaît. Je me fiche de savoir.
je n'ai pas besoin du port. Tiens, je vais mettre le port, ça sera plus simple. Port, point. Ah, je me souviens jamais du port par défaut de Redis. C'est quoi les ports de Redis? Ok. Donc là, j'aurai un container Redis en bonus. Je peux lui dire, dans ton file d'environnement, je veux un Redis URL qui va être Redis 2.6.3.7.9. J'en aurais besoin pour les deux. Et lui, je peux lui dire, pour démarrer, j'ai besoin aussi que tu démarres le Redis, s'il te plaît. Pour les deux d'ailleurs. Le worker, il n'a pas besoin de port. Voilà, donc là, j'aurais ajouté un environnement qui fait aussi tourner Redis et Celtic. Alors, il manque la gemme et tout, donc ça va pas marcher. Hein. Mais conceptuellement, là, je viens de rajouter Celtic dans mon app et le faire tourner de manière assez simple. J'ai juste édité mon Docker Compose pour lui dire que j'ai besoin de plus de choses. Donc là, j'ai buildé lui, il a fini de builder mon app. Donc en fait, je pourrais lui dire, bah, je voudrais que tu up mon app, s'il te plaît. Ouais, mon app. Non. Ah, ok. C'est parce que je dois avoir quelque part un Postgres qui tourne. Oui, toi. Merci. Donc je disais, j'aurais besoin que tu up mon app. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il me disait, hey, je peux pas démarrer ton truc parce que ton port 5.4.2, il est déjà utilisé quelque part. Voilà. Donc là, ce qu'il a fait, c'est, il a démarré Postgres et il a démarré mon app. Il avait déjà démarré Redis juste avant, donc en fait, il me l'a pas redemandé. Voilà. Donc si je retourne sur la magnifique page qui a échoué tout à l'heure, j'ai pas de database. Alors, bien. Ok, donc là j'ai mon app qui tourne, mais j'ai pas fait le RailsDB migrate, donc ça marche pas du tout. Comment est-ce que je fais pour exécuter des commandes? Je peux faire Docker Compose, run, dans mon app, Rails DB 2.migrate. Donc, on démarre les trucs. Qu'est-ce qui râle? Ok, parce que j'ai pas fait de replicate. Ok. DB 2.create. Donc voilà, il crée mes databases et ensuite il va rouler dbmigrate. Et si je retourne sur cette page, je suis sur Rails. Voilà. C'est à peu près comme ça qu'on écrit un Docker Compose. Non, je vais vous montrer des Docker Compose qui peuvent prendre des tailles beaucoup plus grosses que tout à l'heure. Donc, vous vous souvenez de mon zaratentes.php sur mon serveur? Voilà. Donc là, il a eu le temps de le lancer et voilà. Il l'a téléchargé, il l'a lancé sur mon serveur et il se comporte exactement pareil, alors que je l'ai buildé sur mon Mac. Il s'en fiche. C'est complètement agnostique de où est-ce que je le roule. Voilà. Si quelqu'un est sur Windows, il pourrait dire docker run-ti zaratentes et il pourrait faire rouler mon container avec mon Rails sur Windows, même s'il a jamais installé Ruby, jamais installé Rails. Et c'est ça qui est super fort. C'est en fait, dans ton Docker, tu vas impacter toutes les librairies dont tu as besoin. J'avais oublié de le préciser, oui. C'est ça qui rend Docker super fort. T'empactes ton Rails, t'empactes ton Ruby, tu t'empaquettes tes gemmes qui sont déjà installées, ce genre de choses. Donc là, pour lancer mon serveur, j'ai pas eu besoin de télécharger mes gemmes. Voilà. D'ailleurs, mais j'aurais pas de database, donc ça marche. Ok. Voilà, je sais pas si ça c'est clair. Ah oui, je disais.
Donc ça, c'est un... Comme je disais, c'est un serveur. Et l'intégrité de ce serveur, c'est juste beaucoup de Docker. Pour vous montrer, je vais faire un Docker PS. Voilà. Et donc, du coup, sur ce serveur, j'ai... je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, lui. Je pense que vous l'avez déjà vu. Je crois qu'il ne fait pas grand-chose. Je crois que j'ai pas mis grand-chose dedans. Mais il y a un bot sur PHP qui s'appelle Hacky. Et en fait, il tourne sur ce serveur. Il tourne dans un container. Voilà. J'ai un VPN qui tourne dessus. J'ai un truc qui synchronise ma Dropbox en permanence vers le dossier de Dropbox de mon serveur. Voilà. J'ai un Redis, j'ai Subsonic. Je ne sais pas si vous connaissez Subsonic. C'est un clone de Spotify. Donc j'ai mes propres CD que je mets dessus. Voilà. Et à quoi ressemble un container? Et à quoi ressemble le Dockerfile, le Docker Compose? Voilà. Là, c'est un Docker Compose qui est un petit peu plus gros. Je m'en fiche. Ouvre-le juste, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est juste beaucoup de services. Donc, j'ai acquis PHP. Je lui dis, bah, tu vas builder ce qui est contenu dans ce dossier-là. Il va me falloir que tu aies un lita Redis et tu vas charger ces variables d'environnement qui sont dans ce fichier-là. Et si jamais tu t'arrêtes pour une raison ou une autre, redémarre. Voilà. Donc, si tu as un bug de connexion, si peu importe ce qui t'arrive, tu t'arrêtes, il faut juste que tu redémarres. Voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai plein de containers qui sont là. Attends, tu peux... Oui. Comme une commande dans un container. Alors, oui, je peux faire ça. Dans un container ou dans Docker Compose? En vrai, vous allez rarement utiliser le Docker, la commande toute seule. Vous allez sous. Ah. Pourquoi Docker Compose? Parce qu'en général, tu vas avoir plusieurs containers qui vont marcher les uns avec les autres. Voilà pourquoi est-ce que tu en as... Voilà pourquoi est-ce que tu as un Docker Compose. Et parce que ça permet de lui dire, je veux que tout le temps, le port 3000, tu le relis avec le port 3000 de ma machine. Je veux que tout le temps, tu mettes ces variables d'environnement là. Parce que j'ai pas envie de les écrire à chaque fois. J'ai envie que tout le temps, tu montes ce volume. Et comment est-ce que tu roules du Docker Compose? C'est d'ici. Alors, soit tu veux soit tu veux rouler le service par défaut. Donc là, ce serait app, par exemple. Je vais les arrêter ici. Donc là, soit ce serait app, auquel cas, si tu veux juste démarrer ton container, c'est up. Et up, ça va démarrer ton app. Comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas démarrer? Ah oui, parce que... Je vais arrêter. Donc, je disais, je démarre mon app. Oui, c'est complètement une application intermédiaire. C'est une application qui va faire de la composition de containers. En fait, ça empaquette ta commande Docker qui est inutilisable et particulièrement chiante à écrire avec un joli fichier de config qui simplifie le taf. Voilà, donc là j'ai démarré mon container et il m'a démarré ce dont lui il avait besoin juste avant, comme ça quand lui il démarre il marche. Bon, là non parce qu'il me dit que j'ai un fichier dans TMP PID. Super chiant quand ça arrive ça. Oui, je sais. Tu peux le faire. Ok, voilà, donc là j'ai redémarré ma app. Qu'est-ce que je racontais? Voilà, les commandes qui vont pouvoir être... Oui, les commandes qui vont pouvoir être utiles dans Docker Compose, parce qu'il y en a d'autres. Tu as un PS, mais qui va correspondre juste aux apps qui sont dans ton dossier, qui correspondent à ton dockercompose.yml et pas l'intégralité des Docker que tu as sur ta machine. Éventuellement, tu auras plusieurs dossiers avec plusieurs containers qui tournent.
et tu voudras voir que cela. Tu as le kill, dont on a déjà parlé. Est-ce qu'il y en a certains qui t'as build, que j'ai montré aussi, parce que je me suis servi pour builder mon app. Tu as push et pull qui fait la même chose que pour l'autre. Ce que tu peux faire, c'est que des fois, hop, là, attends. Allez. Désolé. Voilà. Mon app, si je la démarre, je lui dis, en fait, je veux que tu la démarres, je veux pas la voir. Donc, c'est comme l'autre, comme pour le Docker Run de tout à l'heure, on peut lui mettre un -d, il le démarre et il me rend la main. Voilà. Donc, l'application va fonctionner de façon cachée derrière et je vais pas le voir. Donc, éventuellement, je voudrais avoir des logs de ce qui est en train de tourner. Je peux faire un DC log de app et il m'affiche mes logs. Voilà. Un peu comme un Heroku log. Et d'ailleurs, du coup, je vais l'arrêter parce que sinon, je vais pleurer d'ici. Stop app. Voilà. Et donc, ça, c'est pour arrêter une application. D'ici. PS, on voit que mon app est arrêtée. Elle est plus up. Par contre, par défaut, il laisse tourner tout. Hein. Donc, si vous ne lui dites pas d'arrêter et le Postgres et le Redis, il les laisse tourner. Ça peut arriver que du coup, tu as des problèmes qui apparaissent. La chose qui est aussi importante dans Docker Compose et qui va vous simplifier pas mal la vie. Là, je rouvre mon Docker Compose.yaml. Vous remarquez que l'URL que j'ai mis pour Redis ici, son host. Alors, Redis, que toutes ces URL commencent par Redis, //. C'est comme si c'était HTTP, sauf que c'est Redis. Et là, vous remarquez que pour mon host, j'ai pas du tout mis un localhost, un 0.0.0.0 ou quoi que ce soit. J'ai mis un nom qui correspond au nom de mon service. Parce que Docker Compose s'occupe de lier automatiquement les différents containers les uns avec les autres. Et en gros, depuis l'intérieur d'un container, je sais pas qui est-ce qui a son son activé. Cette personne fait un peu de bruit. Bref. Attends. Excusez-moi. Ramsey, je pense que tu fais du bruit. Voilà. Je disais... Oui. En gros, du coup, je peux lui dire que je peux parler aux autres containers qui sont définis dans mon Docker Compose directement avec leur nom, plutôt qu'une URL. Si à la place de Redis, tu peux mettre n'importe quel autre nom. Tu aurais pu mettre Redis Service. J'aurais pu l'appeler... Merde, je vais l'appeler Chocolat. Et donc là, j'aurais pu mettre Chocolat CG. Voilà. Et en fait, ça, il va savoir qu'il veut parler à ce container sur le port 6379. Voilà. L'avantage, c'est que je peux lui dire, du coup, j'ai pas besoin de monopoliser le port 6379 de ma machine. Puisque de toute façon, il va utiliser celui du container. Donc, j'ai pas besoin de... Donc, j'ai pas besoin de l'exposer, en fait. Je ne sais pas si je suis clair. En gros, je vais vous expliquer. Comment expliquer ça de manière super simple. Mon compte Redis, mon image Redis, là, il va faire tourner Redis, et mon Redis, par défaut, il écoute sur le port 6379. OK ? Mon container, si on lui parle sur le port 6379, il va l'envoyer vers Redis et ça va très bien se passer. Donc, quand on mettait les commandes avec des ports comme ça, c'est pour que depuis ma machine host, donc depuis mon Mac là, je puisse accéder au port de mon Redis, ou là à mon port de mon app, parce que si j'ai pas accès à mon app, je peux pas aller sur le site web et donc ça sert à rien.
mais ça n'empêche pas le reste du monde d'y accéder. Je m'explique. Comment je peux expliquer ça simplement? Comment je peux le montrer simplement? Ah, par exemple, mon Postgres ici, je vais lui enlever le port. Ok. Donc là, je vais stopper tous mes services. Ah, bien sûr. Alors, vous m'excuserez, je vais enlever les chocolats, je vais remettre Redis. Voilà, ça simplifiera. Donc, je disais, là j'ai tout arrêté. Si je fais d'ici start Postgres, là j'ai un Postgres qui est démarré et je vais aller dans mon app et je vais lui faire fais bash s'il te plaît. Okay. Donc là, là je suis dans mon container, dans mon app, hein, et j'ai un bash classique. Vous remarquez d'ailleurs que le terminal ne ressemble pas du tout au mien. Et dedans, du coup, je pourrais lancer des commandes. Je pourrais faire Rails DB console. Je sais, vous connaissez DB console pour Rails? Oui. Ok, cool. Et là, s'il est gentil, database client PSQL. Ok, est-ce que j'ai raté un truc? Oui. DB console, Rails DB console et Rails console, c'est pas pareil? Non. Ah bah je connais pas. Là. Ok, console, ça ouvre une console Rails. Et DB console, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir une console genre Postgres vers ta database. Ok. C'est parce que j'ai pas de client. Ok. Je peux ouvrir une console. Je peux ouvrir une console normale. S'il veut. Ok. Donc là, j'ai une console normale et je pourrais faire user.first. Et il fait un select sur ma database et il n'y a rien dedans. Okay, parce qu'elle est vide, ma database, je viens de la créer. Donc, mon container a accès à Postgres, mais si je vais sur ma machine, et que là, je fais un Rails console, moi, sur ma machine, je n'ai pas Postgres de lancer. Je l'ai dans un container, mais je ne l'ai pas lancé sur ma machine. Et que si je fais un user.first, donc exactement la même commande, voilà, il me dit, moi, je ne vois pas de Postgres. Voilà, donc en fait, et c'est parce qu'en fait, la façon dont lui, je l'ai configuré, je lui ai dit, je veux que tu te connectes à Postgres. Et en fait, c'est HTTP://. C'est ça, quoi. Ça correspond à mon host, qui est mon nom de container ici. Donc, en fait, il va rediriger automatiquement vers ce Postgres-là. C'est assez pratique parce que, par exemple, si tu veux faire tourner 2 Postgres en même temps pour 2 apps différentes, bah, comme tu n'as pas besoin de monopoliser les ports, parce qu'en fait, c'est juste le container qui en a besoin. A priori, toi, tu vas jamais essayer d'y accéder directement depuis ta machine. Du coup, bah, tu n'es pas obligé de monopoliser les ports de ta machine et c'est que ton container qui va parler directement au container Postgres qui lui correspond. Voilà. Hurlez si c'est pas clair ici, vous montrez des choses. Hein. J'ai une petite question. Oui. En fait, quand tu as créé le fichier dockercompose.yaml, ouais. Donc là, dans ce fichier-là, chaque en gros Postgres, c'est un container, app, c'est un container, ouais. etc. Ouais. Et quand tu fais Docker Compose up app, c'est-à-dire que tu penses que le container app. Oui, mais sauf qu'en fait, ici, il y a depends on. Donc, je lui dis que tu dépends de Postgres et Redis, donc il les démarre avant. D'accord, ok. Voilà. Mais oui, parce que pour l'instant, Worker, il va pas marcher parce qu'il va essayer de rouler Sidekick et j'ai pas Sidekick d'installer. Donc si je lui dis utilise-le, il va me dire bah non.
Et quelle est la différence entre run et up? Alors, run, ça permet de lancer une commande de ton choix. Par exemple, là, je lui dis, je veux que tu run bash. Donc là, j'ai bash. Si je fais up, il va lancer la commande la commande qui est dans mon container, qui est Rails server. Si Et quelle est la différence entre up et start? c'est globalement la même chose. Start, je crois qu'il faut que tu en aies un qui a été construit qui a déjà été up à un moment. Et je crois que start, par défaut, ça te le met en mode -D, ce que ne fait pas up. Ouais, c'est un peu 50 Shades of the same command. Parce que tu pourrais faire ça. Et au final, ça démarrerait Rails server dans ton container. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu toujours le même genre de commande. Ok. Ça fait tous la même chose, mais un tout petit peu différent. Donc, au pire, si tu n'en retiens pas une, c'est pas forcément grave. Et moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser up pour démarrer juste l'app comme tu voudrais la démarrer normalement, dans l'utilisation normale. Et si tu veux rouler des commandes, tu fais run. Quitte à faire run bash pour pouvoir lancer plusieurs commandes à la suite. Parce que tu vas pouvoir faire bash et puis lui dire, là, je veux rouler mes tests. Spec. S'il veut. Tu peux le faire, RSpec. Ouais, ou pas. Je pense que c'est juste qu'il est long à charger. Voilà. Et là, il roule mes tests dans mon app. Mais dans mon container, du coup. Donc, qui se sert donc, qui est en train de se servir de cette database-là et pas de la database de mon PC. Et le docker compose.yaml, il doit toujours être à la racine dans ce back. Alors, il pourrait être ailleurs, mais du coup, imagine, hop, je fais un CP de mon docker compose.yaml en docker compose 2.yaml. En fait, ouais. Ok. Et si je voulais l'utiliser mon autre docker compose, je serais obligé de faire docker compose -- file et que je lui indique le nom du fichier de celui que je veux utiliser. Et je serais obligé de le faire à chaque commande. Donc c'est insupportable. Donc, en général, tu l'appelles avec le nom de base parce que sinon tu rages au bout d'un moment. Et quel serait l'intérêt d'avoir deux fichiers Docker Compose? Alors, ça arrive quand tu as des apps qui sont complexes et qui ont beaucoup de bouts différents. Et éventuellement, tu te dis, dans l'utilisation normale, j'ai besoin de tel container, tel container, tel container. Dans mon utilisation, j'en sais rien, 2, j'ai besoin de mes 3 containers de base plus 6 autres. Et donc, tu vois que tu les démarres aussi, etc. En tout cas, nous, c'est la façon dont tu l'utilises. C'est pour ça on a plusieurs Docker Compose en fonction de quel container on veut démarrer automatiquement. Ok. Donc en général, il y en a plusieurs? Non, en général, il y en a un. C'est assez rare. Il faut que vraiment ton app soit vraiment grosse avec vraiment plein de petits bouts et que ce soit t'aies une configuration étrange pour qu'on ait besoin d'en avoir plusieurs. En général, tu n'en as qu'un. D'accord. Voilà. Qui est ton Docker Compose de développement. Voilà, ça nous amène à comment est-ce qu'on... C'est trop cool. Si vous êtes sur Mac, il est possible que ce soit lent. C'est un petit trick que j'ai trouvé après avoir lu des dizaines de tickets de gens qui hurlaient. Mais juste Docker Compose. Docker sera pas lent, mais juste Docker Compose. Rajoutez cette ligne dans le fichier /etc/host de ton Mac. Ça te permet d'accélérer Docker Compose. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, j'ai aucune idée de pourquoi ça marche, mais ça le fait. Alors, la prod, je vais aller assez vite. Parce que c'est pas vraiment le but de cette vidéo. À un moment, si vous voulez, je parlerai plus de comment est-ce qu'on déploie en prod et ce genre de choses. Parce que je pense que chaque ligne ici est un sujet de vidéo à part entière, donc j'ai pas vraiment envie de le faire maintenant. Dans les points intéressants, c'est que par exemple, quand tu déploies sur Heroku, ce qu'il fait, c'est qu'il
sans te le dire, il construit un container Docker et il le déploie. Et il le run, en fait. Tu vois toutes les étapes que tu vois dans Heroku dans ta console? Bah, c'est exactement qu'il est en train de construire ton container. Là, vous vous souvenez de la vidéo sur l'intégration continue et le déploiement continu? En gros, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, pour ceux qui l'ont pas vu, à chaque fois que je déploie, je push sur GitHub, je vais rouler mes tests, je vais rouler mon linter, et si ça marche, je déploie sur Heroku dans le staging. Pour ça, j'utilise CircleCI. .CircleCI. Et en fait, CircleCI, ça s'écrit avec un config. Et en fait, vous avez remarqué que qu'est-ce que je fais? Je commence par dire build. Et là, je dis, mais en fait, pour faire tourner mon environnement, j'ai besoin de containers Docker. Donc, le premier, ce sera Ruby. Et je voudrais que tu mettes ces variables d'environnement. Donc, la première que tu utilises, c'est celui de ton app. Et ensuite, j'aurai aussi besoin d'un Postgre, s'il te plaît. Voilà. Et donc, du coup, CircleCI, il va commencer par builder mes Docker, et ensuite, il va faire rouler dedans mes tests. Genre RSpec, genre Rubocop, genre ResDB Migrate. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais en gros... Ouais. Non, ok, c'est juste moi qui des erreurs bizarres sur mon son où j'ai l'impression que les gens parlent, mais en fait je parle tout seul. Parfait. Donc voilà, j'ai mis 3 choses sur lesquelles par exemple on peut utiliser des containers pour faire du déploiement. Heroku, tu peux lui dire en fait voilà, je vais construire des containers et tu vas déployer ces containers là exactement. Donc il y a une dog, je vous ai mis un lien si ça vous intéresse. C'est pas utile au début, hein. Au début vous en aurez vraiment pas besoin. Tu peux l'utiliser sur AWS. Donc AWS, ils ont un service pour faire rouler des containers sur AWS. Tu lui dis... Donc la doc de AWS est horrible, hein, mais conceptuellement, je vous laisserai lire si ça vous intéresse sur comment ça marche, combien ça coûte, ce genre de choses. Mais de mémoire, c'est pas très compliqué pas très compliqué. C'est moins compliqué de faire tourner des containers que de faire tourner des serveurs entiers que tu configures à chaque fois. Voilà. Amazon ECS, c'est pour héberger des Docker? Ouais, tu peux héberger des Docker sur Amazon. Voilà. Et donc, tu fais tourner tes Docker directement sur Amazon. Mais tu pourrais les faire tourner sur Heroku, par exemple. Heroku, il a un container registry et runtime. Tu vois, plutôt que pousser ton repository GitHub et qu'il build son container à la main, tu builds ton container, tu fais un Docker push sur Heroku de ton container, comme ça. Heroku container push, et ensuite, ça envoie ton container dans ton... Voilà. Ça envoie ton container. Il roule ton container dans son coin. Voilà. Okay. Et éventuellement, tu peux en faire rouler plusieurs de cette façon-là. C'est pas forcément super pratique à gérer. Hein. C'est juste que tu peux le faire sur Heroku. Là, dans les autres trucs qui sont possibles, et là j'y reviendrai pas, c'est possible de le faire sur Gcloud. Si vous voulez que je vous en parle, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Kubernetes, c'est encore un niveau d'abstraction autour des containers. J'ai pas envie de rentrer dans ça maintenant, mais ou alors comme je vous ai montré, hein, vous pourriez avoir votre propre serveur qui fait tourner des containers. Voilà, ça pourrait être un environnement de production valide. Genre par exemple Subox que vous avez déjà utilisé, il y avait la précédente version, elle tournait dans un container sur mon serveur. Voilà. Et je me rends compte que j'ai pas zoomé celui-là. Voilà. Et donc, je pense que je vais pas faire ça, mais pour ceux qui sont sous Mac, je vais juste montrer Kitematic ou Windows. Ça existe aussi pour Windows. J'ai vérifié, ça n'existe pas pour Linux. Je suis vraiment désolé pour les gens qui sont sous Linux. Sous Mac, il y a plein de services. C'est une horreur sans nom à installer. Postgres,
Si tu as de la chance, c'est super facile. Si tu n'as pas de chance, tu t'arraches les cheveux et tu comprendras pourquoi ta base de données se lance pas, ce genre de choses. Donc du coup, il y a un petit service qui s'appelle Kitematic, comme ça, sur lequel tu peux lui dire, bah là je voudrais que tu me roules un Redis s'il te plaît. Voilà. Et j'ai donc Redis qui tourne. Comment est-ce que j'en choisis des containers? Je fais plus et je lui dis, c'est un peu ton marché quoi. Je lui dis, j'aimerais bien une database MongoDB s'il te plaît. Voilà. Donc je clique sur Create, il me télécharge le container. S'il veut. Le monde génial du sysadmin. Ce coup t'attends 300 heures pour faire tes trucs. Voilà. Et donc là maintenant j'ai une database de MongoDB qui tourne. Voilà. Donc c'est assez pratique pour ce genre de truc. Tu peux démarrer tes services en clic. Tu peux aussi voir tes autres containers que tu as créés auparavant. Ou qui sont créés par ton... Là, c'est mon Docker Compose. Et puis, en plus, je peux voir les logs passer là-dedans. Je peux leur dire, non, mais arrête-le. Je veux que tu tues mon Postgres. J'en ai pas besoin. Ce genre de choses. Voilà. Oui. Mango, Redis, machin, c'est tous les containers qui sont déjà dans ton Docker Compose. Ah non. Ça n'a rien à voir avec mon Docker Compose. Ça, c'est des containers qui sont disponibles sur Docker Hub. Et en gros, Kitematic, c'est juste une interface facile pour faire de l'installation de containers à la volée comme ça. Au lieu de le faire sur ton terminal. Ouais, c'est ça. D'accord. En mode clic-clic, c'est joli et tu te poses pas la question, quoi. Denise, juste une question. Oui. Une fois que tu es là, que tu as créé par exemple ta base Postgres, tu la branches de la même façon pour que ton localhost puisse lui parler. Ouais, alors en fait, regarde, je vais te montrer mon Postgres. Moi, j'en ai une version. Ici, tu as un bouton Settings dans Kitematic. D'accord. Et là, tu peux lui dire les ports. Ok. Et là, c'est 5432. Je voudrais que tu sois branché sur mon port 5432 de mon localhost. Ouais, parfait. Et là, après, ça se parle, quoi. C'est ça. Ok, nickel. Oh, mais c'est beaucoup plus simple Kitematic que d'aller dans la console. Oui, sauf que pour définir un Docker Compose compliqué, c'est pas possible avec un Kitematic. D'accord, bien sûr. Donc, mais dans mon cas, si par exemple j'ai juste du Postgres, c'est amplement suffisant. Oui, t'as pas besoin de t'embêter. Ok, très bien. Voilà, mais pour comprendre ce que fait Kitematic, c'est mieux de savoir ce que ça fait en fait caché sous le capot. Complètement. Merci beaucoup. Je coupe. Voilà. Donc c'est la fin de mon truc. Je sais pas si vous avez des questions, que ce soit par écrit, que ce soit oralement, hein, je m'en fiche. Je vais ouvrir. Je sais qu'il y a un truc pour avoir une discussion. Ah oui, donc Tarek, effectivement, je l'avais pas vu. Oui, mon app, c'est un container spécifique. C'est un container que je crée à la volée. Oui, je t'écoute, Nana. Désolé. Non, quand tu as une app assez simple, par exemple, un bon app, tu vois, ouais. Qu'est-ce qu'on gagnerait à en gros, le containeriser? En gros, il y aurait un container avec l'app, avec Postgres, parce qu'on peut pas faire. Ça va plus vite? Non, ça va pas plus vite. Vraiment, le seul truc que tu gagnerais, c'est tu rajoutes un développeur, tu lui dis fais Docker Compose Run App, et voilà, ça y est, il peut faire rouler bonne app. Il n'a pas besoin d'installer sa machine en installant la bonne version de Postgres, il n'a pas besoin d'installer la bonne. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour l'instant, vous avez juste besoin de Postgres, mais assez vite, vous aurez probablement besoin, par exemple, d'un truc de background job, donc avec Redis et Sidekick. Donc déjà, là, tu es à 4 containers, parce que... Mais c'est vrai que quand, par exemple, on a énormément de trucs dans le Gemfile, et à chaque fois quand on l'installe, il y a souvent des bugs. Ouais. Et ça éviterait ça aussi. C'est ça. Tu standardises ton processus d'installation. Et en gros, quand tu sais que ça marche dans un container pour une personne, ça marche dans le container de tout le monde tout le temps. Ah ouais, ok. Voilà.
ça permet aussi de savoir d'être sûr que tout le monde a le même Linux. Faut que tout le monde a le même Linux, les mêmes librairies. Voilà, ça t'évite plein de surprises. Et si je comprends bien le message pas caché, la prochaine fois qu'on crée une app, on est directement sur le Postgres de Docker. Oui. Moi, tu remarques, cette app où il y a quasiment rien, j'ai tout de suite créé j'ai toujours créé ces deux trucs-là parce que je veux pas installer Postgres sur un Mac parce que ça marche mal. Voilà. Ouais. Bah, d'ailleurs, moi j'ai eu un problème avec Postgres, c'est tu sais l'UID. Ah ouais? Ok. Ouais, j'ai eu des petits problèmes, ça marchait pas tout le temps. Bon, je m'en suis sorti, mais c'est pas parfait, donc ça pourrait peut-être régler mon problème, ça. Peut-être. Je vais essayer comme ça. Ouais. Ok. Tiens-moi au courant, au besoin. Je te dirai. Ok, t'es adorable. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Du coup, c'est vraiment pour la partie développement. Après, pour la partie interface, ça change rien. Bah, pour la partie production, pour l'instant, vous êtes sur Heroku, donc ça change rien. Quand vous en aurez besoin plus tard, ce que vous voudrez, c'est déployer sur genre de la WS en envoyant tes containers à WS. Et par exemple, tu vois, sur OS, ça s'affiche différemment que sur différents OS, différents Firefox. Non, alors l'avantage, ah oui, sur genre Firefox qui marche différent pour ton app, tu veux dire ton. Parfois ça marche et en fait on se rend compte que le problème du bug c'est que sur Firefox ça marche bizarrement. Alors pour ça il y a un super site qui s'appelle, je vais essayer de te retrouver le nom, ça n'a rien à voir avec Docker, mais comment tu t'appelles? Je vais te le retrouver. For the testing. Non, pas Selenium. Non, pas test, ok. Website. Visualization. Oui, parce que j'imagine que tu n'as pas un IE6 pour tester ton utilisateur, ton truc sur IE6. Bon, ok, je vous retrouverai ce tool, je le mettrai dans Tutor Zarathon. Mais je sais qu'il y a un site web qui permet de. En gros, ça coûte un peu d'argent, mais en gros, tu peux lui dire là, mon site, je veux le voir avec sur un Windows 7 avec Firefox 12. Voilà. Donc, il t'ouvre Firefox 12 sur un Windows 7 et tu peux voir ton site comme si tu étais sur un Windows 7. D'accord. Mais il n'y a pas le Docker pour l'équivalent de Docker pour ça. Alors, le problème de Docker, déjà, c'est que c'est sur. Je sais pas qui est-ce qui a son micro, mais qui avait beaucoup de bruit autour de lui. Ah, c'est mieux. Le problème de Docker, c'est que ça va tourner sur un Linux. Donc déjà, si tu veux avoir un Windows, t'oublies. Par exemple. Et si c'est possible de faire tourner des applications avec un front, mais je sais pas à quel point ça marche bien, à quel point c'est pratique. J'en ai jamais eu besoin, donc je l'ai jamais fait. Je crois que c'est possible, mais je sais pas à quel point c'est agréable à utiliser. Parce que le problème, c'est que tu vas avoir besoin d'avoir t'as pas besoin juste de le faire rouler dans ton terminal, ton Firefox. T'as besoin d'avoir un vrai Firefox. Ouais. Voilà, donc je sais pas à quel point c'est possible avec un Docker. Et à quel point c'est agréable. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Pour ma part, c'est bon. C'est bon. Tarek, c'est OK, j'imagine? OK pour moi. Cool. Parfait. Du coup, je vais couper l'enregistrement. Voilà. C'était vraiment très clair. Hein. Cool. Ça me fait